Merci beaucoup Hervé. Daniel, vous restez avec nous pour cette table ronde que nous allons faire maintenant avec différents intervenants que je vais appeler tout de suite pour qu'ils nous rejoignent. Donc, il s'agit de Lise Bourdon-Lepage, géographe chercheuse à l'Université Lyon 3, Aurore Mican, chargée d'études à l'association Plantes et Cités, qui accompagne donc les acteurs du végétal dans les villes vers des pratiques plus durables. C'est quand même 700 membres dans toute la France. Et Jean-Pierre Frodello, qui est directeur de la Ligue de la protection des oiseaux, la LPO en Normandie. Alors nous allons évidemment approfondir, je vais m'asseoir aussi, cette connaissance de la place de la nature dans la ville avec nos intervenants. Je rappelle que cette matinée est sponsorisée par la Société botanique de France, que donc nous remercions, et qui a un stand, vous le verrez en sortant, il y a plusieurs stands, n'hésitez pas à aller voir les livres qui sont exposés et les personnes qui tiennent des stands qui sont là justement pour échanger avec vous. Alors nous allons discuter à peu près, je ne vois pas l'heure d'ici, dommage. 38, très bien. Vous pouvez, on va tourner un petit peu, oui, parce que sinon on va se faire avoir. C'est possible. Oh là, non, on va faire des bêtises, on va casser le décor. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, je ferai attention, je sais pas, on fera attention à l'heure. Mais bref, on va échanger à peu près 40 minutes tous les 5. Et ensuite, vous aurez la parole pour poser un maximum de questions. Parce que l'idée de ces échanges, enfin l'idée de ces journées, c'est d'échanger aussi avec les gens qui viennent y assister. Donc voilà, notez vos petites questions sur les papiers. Et puis tout à l'heure, vous aurez... merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc tout à l'heure, vous aurez la parole pour échanger avec les différents intervenants et revenir sur tout ce que vous avez déjà entendu depuis ce matin, qui était extrêmement riche. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, peut-être vous aussi. Il y a des micros que vous pouvez vous partager. Lise Bourdon-Lepage, nous allons débuter avec vous. Vous avez mené de nombreuses enquêtes, c'est allumé, vous embêtez pas, sur la manière dont les urbains perçoivent la nature, parce que vous travaillez sur le bien-être. Donc, on y aspire tous, hein, n'est-ce pas? Mais quelles sont les connaissances des urbains? Enfin, je parle comme si moi, je n'étais pas un urbain, on est tous des urbains. Mais donc, quelles sont nos connaissances et nos attentes vis-à-vis de la nature en ville? Merci. Merci à tous. En fait, si on regarde dans les enquêtes, quand on pose la question aux gens, en fait, finalement, la nature en ville, elle est synonyme de quoi pour vous? Alors là, c'est une enquête qu'on avait menée à Lyon. On s'aperçoit que souvent, il y a un tiers à peu près des personnes qui vont répondre que ça fait référence à un sentiment agréable. Donc ça, c'est assez surprenant, mais on va pouvoir y revenir après. Donc c'est un peu ce que nous disaient les gens. Ensuite, on en a un quart qui vont répondre, ça correspond au plan d'eau, aux arbres, à cette nature un petit peu qu'on peut avoir certaines fois diffuse en fait. Et puis ensuite, on en a un quart qui va nous répondre les parcs et les jardins. Et ce qui est assez surprenant, en fait, donc ça, c'est en gros les Lyonnais. Hein. Donc, il y a eu une grosse enquête qui a été menée en France en 2020, à fin 2020, qui montre qu'au niveau des Français, quand on n'est pas en milieu urbain, ça change un petit peu la donne. Et ce qui est assez surprenant, et c'est là-dessus que je voulais souligner un aspect des choses, c'est que finalement, l'animal n'apparaît quasiment pas comme élément de réponse. Donc, voilà. Donc, du coup, ça, c'est un peu les gens, comment ils se représentent en fait la nature. Ensuite, il y en a évidemment qui nous disent que la nature est complètement l'antagonisme de la ville. Même si, comme vous nous l'avez dit, on cherche une nouvelle alliance, ça c'est clair. Mais voilà, pour eux, c'est pas compatible en fait. Et du coup, pour rejaillir sur cette question et qu'on veut aller un petit peu plus loin et rejaillir sur la question du bien-être, on demande finalement aux individus enquêtés si ils considèrent que la nature, le végétal, que ça soit diffus ou non, contribue au bien-être des individus. Et là, à notre grande surprise, on a 97% des personnes qui répondent oui. Alors, c'est surprenant. Aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord avec ça, mais des enquêtes antérieures, finalement, ça pouvait être un peu surprenant qu'ils répondent aussi, de manière aussi nombreuse. Il y en a 90% qui nous disent, qui sont d'accord pour la nature bleue, on va dire, l'eau et autres, que c'est un élément qui contribue au bien-être des individus et qui est vraiment important.
Et concernant les animaux, parce qu'il y a évidemment une question sur l'animal, est-ce que l'animal est un élément de bien-être important en milieu urbain? Et ben là, on s'aperçoit que c'est complètement inversé. Il y a 66% des personnes qui vous répondent non, c'est sans importance. Donc voilà, donc du coup, il y a une prise de conscience des bienfaits des éléments de nature, mais là, on en parlera cet après-midi, donc je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus, qui est prise de conscience sur le végétal. Et sur cette question de l'animal, ça reste un petit peu en suspens. Quand on parle d'animal, on parle de quoi en fait? De chat, de chien ou de rat et De tout. Voilà, c'est le sens le plus large et c'est laissé à la discrétion en fait des individus. Alors sur le chien ou les animaux de compagnie, on a eu des résultats surprenants sur leurs facteurs ou non de bien-être au cours du confinement. Voilà, et ça c'est encore une autre question en milieu urbain. Voilà ce qu'on peut dire en gros. Évidemment, selon les endroits, et les Français, de manière générale, vont vous répondre que les arbres ont évidemment leur importance et répondront l'arbre souvent en premier et les animaux. Mais là, on est sur des urbains, dans des grandes villes. Voilà. Il y a un fort attrait, ça on l'entend bien, c'est plutôt positif. Ça, normalement, on protège ce qu'on aime, donc c'est déjà une bonne base. Maintenant, il y a une inégalité d'accès qui est très très forte. Oui. Donc là c'est encore autre chose. On s'aperçoit que finalement, on a des populations qui ne vont pas accéder de la même manière aux aménités naturelles. Et donc c'est souvent, ça nous conduit à cette question de la justice environnementale. Et donc, si on regarde en France, de manière générale, les habitants des grandes villes et notamment de l'agglomération parisienne sont les moins nombreux à avoir un accès facile aux aménités naturelles. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, si on essaie de regarder un peu des critères, en fait, des caractéristiques qui peuvent expliquer ça, on s'aperçoit qu'il y a une différence en termes d'accès et de pratique des populations, ce que moi je nomme les moins aisées. Donc c'est fonction du revenu. Donc des revenus, des gens qui ont un revenu pour un ménage inférieur à 1 700 €, il y en a un cinquième, donc 20%, qui ont un contact seulement mensuel avec la nature dans le meilleur des cas. Alors que les ménages qui ont des revenus en moyenne de 3 000 €, eux, ils sont plus qu'un dixième. Donc, du coup, on voit qu'il y a quand même... voilà. Puis après, il y a évidemment tout ce qu'on connaît sur la justice environnementale, le fait que les populations les moins aisées vont être dans des endroits qui ne sont pas très amènes, habiter dans des endroits pas amènes. Voilà, donc là, subir de la pollution, qu'elle soit sonore, atmosphérique. Donc ça, c'est... Et puis, il y a cette question aussi du pratique, de l'accès et de pouvoir bénéficier des effets positifs des éléments naturels, que ce soit l'eau, les végétaux et la question de l'animal, pour leur santé, leur bien-être, puisque c'est un élément extrêmement important. Voilà. Donc ça, c'est très rapide, tout ce que je dis. Mais on pourra y revenir s'il y a des questions dans la salle. En tout cas, on entend bien à travers ce que vous dites l'importance d'accompagner les gestionnaires des villes dans la planification végétale. Alors c'est ce que vous faites justement à Plantes et Cités, Aurore Miquan, et vous avez réalisé une étude justement sur comment les villes s'emparent de ces sujets. Quelles en sont les conclusions ? Alors, en effet, à Plantes et Cités, on a réalisé une étude sur l'intégration du végétal et des espaces de nature dans la planification urbaine, et notamment dans les documents de planification. Et pour cette étude, du coup, je voudrais revenir sur quelques constats. On a mené une enquête auprès des collectivités, puis on a fait la même chose après auprès des acteurs professionnels qui accompagnent les collectivités sur ces documents de planification. Mais l'enquête dans les collectivités, elle a permis de donner un petit panorama de la perception et des questions de nature et de l'état de la nature dans les territoires des collectivités en lien avec la planification et donc avec l'urbanisation. Alors, un des premiers résultats, c'était que l'identité du territoire, l'identité en termes de végétal et d'espace de nature d'un territoire, est intimement liée à ce qu'on y voit et donc à ce qui est vu de tous, donc ce sont les espaces publics. Je profite en même temps, vu que je parle, je vois un diaporama. Ça, c'est pour vous inviter à voyager un petit peu dans des espaces de nature un peu partout en France. Je ne vais pas forcément les commenter, on reviendra si
si besoin, sur des actions qui sont menées par des collectivités de toute taille un peu partout en France pour montrer que la nature est possible et restaurer ce lien avec la nature, faune et flore. Donc pour revenir à cette histoire, donc les espaces publics, c'est ce qui constitue l'identité des territoires et donc c'est ce qui est là où il y a une marge de manœuvre, et le rôle des collectivités qui a été abordé ce matin en introduction est la majeure, puisque c'est l'action publique qui va pouvoir donner l'identité naturelle du patrimoine naturel d'un territoire. Ensuite, sur les questions d'urbanisation et de la place et de l'évolution de ce patrimoine de nature dans les collectivités, ce que l'enquête a montré, et je pense que ce n'est pas un scoop, il y a une régression dans les 10 dernières années de la place de la nature parce qu'il y a des projets d'urbanisation, d'extension urbaine. Pour autant, il y a une inflexion qui est perçue par les collectivités en charge des parties d'urbanisation dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il y a des rétrocessions d'espaces qui devaient être urbanisés. L'exemple de Rouen ce matin est très intéressant. Et du coup, de nombreuses collectivités s'engagent à réduire, parce qu'on a fait beaucoup trop. En fait, on a anticipé des besoins d'urbanisation qui n'étaient pas liés aux réalités et aux besoins des territoires. Et donc aujourd'hui, il y a cette rétrocession vers des espaces naturels et des espaces agricoles qui sont maintenus, même s'il reste toujours une tension. Je pense que toutes les questions autour du zéro artificialisation nette, qui est un objectif visé, ça pose beaucoup de questions aux professionnels et puis à l'ensemble de la société civile également. À l'horizon 2050, peut-être que ça laisse un peu trop de temps aussi. Alors, ça laisse un peu de temps, mais ça pose des questions au-delà de l'urbanisation. C'est peut-être... il y a différentes étapes d'ici 2050, mais il y a cette question de l'espace dans lequel on souhaite vivre. Et du coup, la nature en ville, c'est là qu'elle entre en tension avec ses besoins d'urbanisation. Et d'un autre côté, elle permet un cadre de vie agréable aux habitants. Et c'est la condition de pouvoir arriver à un zéro artificialisation nette, c'est de pouvoir proposer des formes urbaines et des cadres de vie qui répondent aux attentes des habitants. Dernier résultat, c'était que finalement, les espaces privés constituent parfois la majeure partie des espaces de nature d'un territoire, d'une collectivité. Vous avez vu l'image de la métropole de Lyon juste avant. Et donc, ces espaces privés sont très peu connus des gestionnaires publics. Et pour autant, ils jouent un rôle prépondérant dans la préservation de la nature. Et là aussi, en changeant d'échelle par rapport à ce que disait ma collègue, c'est de pouvoir se dire l'inégalité d'accès à la nature, elle est effectivement entre la ville et l'extérieur, les espaces de nature plus lointains, comme le disait Hervé Daniel tout à l'heure, mais elle est aussi dans la ville. Et entre différents quartiers des villes, des formes urbaines qui peuvent permettre un accès. Alors, les jardins privés, c'est le premier lieu, des zones pavillonnaires. Et là, la métropole de Lyon a fait un travail intéressant pour ses documents de planification, de cartographier les espaces de nature, mais aussi la pollution de l'air, les niveaux de revenus. Et du coup, il y a une scission claire entre l'Est et l'Ouest, pour grossir un petit peu le trait, au niveau de la métropole, et une association forte entre des faibles revenus, peu d'accès à la nature, peu de jardins privés forcément, et du coup des situations qui socialement sont plus préoccupantes, même pour des questions de santé. Et vous disiez aussi dans cette étude que vous rendiez compte qu'il y avait une méconnaissance quand même globale, pour revenir un peu à ce que disait Hervé Daniel tout à l'heure, de la biodiversité dans les villes. Oui, il y a des collectivités qui s'engagent de plus en plus pour acquérir plus de connaissances. Les espaces publics, ce sont les espaces les mieux connus. Les espaces privés, les grands inconnus. Dans une moindre mesure, les espaces agricoles aussi sont assez peu connus par les collectivités.
Et le sujet est large parce que du coup, il y a les espèces animales, toute une diversité d'espèces animales et de groupes, et des espèces végétales, et un intérêt fort de collectivité pour ces démarches de connaissance qui peuvent se concrétiser notamment par des atlas de la biodiversité communale. Je pense que... Bien justement, Atlas de la biodiversité communale, c'est ce que vous avez réalisé, Jean-Pierre Frodello, pour la ville de Rouen. Alors Hervé Daniel nous disait qu'il y avait plus de variétés d'espèces, en tout cas en ville qu'en zone rurale. Alors est-ce que c'est ce que vous avez constaté pour la ville de Rouen ? Totalement. Donc du coup, si on apporte juste un chiffre global pour la réflexion, si on compare le nombre d'espèces, alors en l'occurrence j'avais choisi de prendre la faune, le nombre d'espèces de faune qu'on a rencontrées lors de l'Atlas de la biodiversité communale réalisé l'année dernière pour la ville de Rouen, et si on le compare avec un espace agricole intensif qu'on a dans la région, en nombre d'espèces globales, on a un facteur 6 à 7 de différence. Donc on a 6 à 7 fois plus d'espèces animales en ville qu'on a dans un espace agricole intensif. Attention. Donc il y a de la nature en ville, il y a de la faune, il y a de la flore, vous le constatez aussi. On avait fait aussi la botanique. Donc du coup, ça c'est déjà l'élément clé, c'est-à-dire qu'il y a de la nature. Mais au-delà du constat, la connaissance, elle doit permettre, c'est d'orienter des actions pour justement agir, favoriser la présence de ces espèces, pouvoir en accueillir d'autres. Les actions, alors cette connaissance, c'est aussi un indicateur. C'est-à-dire qu'on revient quelques années plus tard et on refait les mêmes prospections pour voir quel est le niveau de connaissance, du coup, le niveau d'évolution des espèces. Et les actions, une action concrète, parce qu'elle est juste à côté. Vous avez là, sur la rue qui borde la halle aux toiles, il y a eu des prairies qui ont été installées. Donc le sol a été le bitume a été enlevé. À la place, il y a eu de la prairie. Et du coup, on retrouve un milieu naturel, même conçu par l'homme, qui va avoir une fonction à plusieurs niveaux. Une fonction, il va accueillir déjà des espèces, lui. Voilà. Au-delà de sa composition même, il va accueillir des espèces. Il va avoir un rôle écologique d'échange avec le sol, qui va être remis un petit peu au vivant. Des échanges avec l'air, avec les autres espèces qui vont venir le fréquenter. Cet petit espace de prairie, s'il est démultiplié dans la ville, il va faire partie des écosystèmes, des éléments naturels de la ville, avec tous les échanges que cela va permettre. Il va avoir un rôle, on parlait de social, culturel énorme, c'est-à-dire que vous avez vu le regard qu'ont les gens sur la ville, ne serait-ce que les gens en se promenant, ça va leur redonner une nouvelle connexion avec la nature, une nouvelle découverte avec la nature, un regard de plaisir, tout simplement. Se faire plaisir en regardant la nature, en se promenant dans la rue. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'ont certainement oublié. Après, ça découle aussi sur l'orientation vers la sensibilisation des gens. Il faut faire connaître tout ça aux gens. Voilà, et donc d'avoir ces petits espaces, on peut très bien là faire une animation de sensibilisation autour de cette prairie pour la faire découvrir aux gens et pendant 2 heures, regarder tout ce qui va y vivre, tout ce qui va y bouger, sans problème. Alors vous êtes passé un peu vite sur le constat. Qu'est-ce qu'on peut trouver, je pense que ça intéresse des gens dans la salle, comme biodiversité à Rouen? Je ne sais pas, les grandes familles, vous n'avez pas tout détaillé évidemment, mais... Non, le but n'est pas forcément de décrire toutes les espèces, mais déjà je crois que le rapport est en ligne. Déjà, donc du coup il y a toutes les espèces qui sont présentes. Donc nous on a étudié les oiseaux, quelques mammifères, et puis des grands groupes emblématiques tels que les papillons, les libellules, et tout ce qui est sauterelles, etc., qui sont des indicateurs. Voilà. Derrière, il y a encore plein d'autres choses à faire, la faune du sol, les coléoptères, d'autres mammifères. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Seulement, il y a des protocoles dans les ABC dans lesquels il faut rentrer. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'était le cas. Et du coup, on a eu des surprises. Parce que justement, dans le cadre de la manière dont les espèces se répartissent en ville, on a découvert la présence d'espèces dans des grandes allées arborées de la ville, mais qui étaient encore justement avec du bitume au pied des arbres, et des espèces qui arrivent sur les petites fentes de bitume ou d'arbres ou sur le support même de l'arbre, à se déplacer comme ça, et du coup elles étaient présentes sur une bonne partie de la ville. Comme quoi, par exemple? Je ne voulais pas forcément aborder, c'était pas le but, je voulais pas forcément aborder plein de noms, parce que je ne les ai pas retenus. Oui, d'accord, oui, non, mais si c'était des noms faciles, voilà. Non, après, c'est des noms scientifiques. Alors, il faut avoir ces fiches-là. Je ne voulais pas alourdir le... On peut aller voir l'étude en ligne. Et voilà.
Et alors, quels étaient les objectifs de ce travail? Parce que vous nous donniez quelques exemples là, sur ce que peut procurer en effet le plaisir d'avoir de la nature en ville, puis on en parlera cet après-midi sur le rôle de cette nature en ville. Mais l'objectif d'un travail comme celui-ci, commandé par la ville, j'imagine? Tout à fait. L'objectif, c'est de rentrer concrètement dans les actions. C'est-à-dire que la connaissance, il la faut. On a besoin de données pour trouver les solutions. Mais la connaissance toute seule, à la limite, c'est pour se faire plaisir, pourquoi pas. C'est aussi ça. Mais derrière, il faut que ça débouche sur de l'action concrète. Et je crois que, d'ailleurs, dans son discours d'introduction, M. Maillard-Rossignol l'a évoqué, le but, c'était d'aller dans l'action concrète. Et là, on l'a. Quand je vous évoque justement la prairie juste à côté, c'est pour montrer une action concrète qui est faite. L'action concrète, elle sert aussi pour la manière dont les services vont pouvoir appréhender les notions de tram, par exemple, sur la ville. Et vous l'avez montré avec les schémas, et puis on l'a vu sur la photo de la ville de Lyon. Toutes ces notions de tram pour permettre aux espèces de se déplacer. Et puis surtout que le milieu urbain rentre aussi dans un contexte de tram plus global, avec des haies qui peuvent être sur les plateaux alentours, etc. Donc du coup, le but, c'était vraiment de rentrer dans de l'action concrète, d'aménagement, de gestion différente et de sensibilisation du public qu'il faut bien envisager depuis les plus petits âges dans les crèches jusqu'aux adultes les plus âgés en milieu urbain, dans les EHPAD ou autres. Hervé Daniel, comment vous réagissez à ce que nous venons d'entendre? Oui, oui. Effectivement, il y a plein de... On voit que ça évolue énormément. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de voir toutes les évolutions des regards qu'on a et qui fait des surprises, comme vous le dites, des espèces auxquelles on ne s'attendait pas en ville qui apparaissent. Et je pense qu'il y a un petit peu deux facteurs qui conduisent à ça. C'est le fait qu'on ne les regardait pas avant, donc on ne les voyait pas, donc elles n'existaient pas. Et puis d'autre part, il y a le fait aussi de toute l'évolution des pratiques, tous ces changements de pratiques qui laissent de la place à des espaces plus naturels, qui peuvent tout à fait avoir leur place en ville et se développer en ville, et qui, par effet rebond, permettent également aussi à ces espèces de progresser et se développer dans d'autres milieux urbains. Donc on a vraiment tous ces effets-là. Donc il y a vraiment des effets qui vont avoir des conséquences sur des échelles de temps plus longues. Et quand on a ces actions-là, c'est vrai que c'est une vraie difficulté pour les élus, parce que les actions qu'ils prennent, ce n'est pas à l'échelle du mandat, c'est aussi un engagement pour des périodes plus longues, et c'est ça qui conduit. Juste deux points qui me venaient par rapport aux échanges. Un point, c'est vrai que moi-même, je suis écologue végétal, je fais de l'écologie végétale, donc j'ai parlé plus de plantes, et ça renvoie aussi à cette prééminence du végétal dans les perceptions que vous avez bien notées. Je pense que c'est à la fois un atout, puis c'est à la fois une réflexion à avoir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on perçoit directement. Pour les gestionnaires, c'est aussi un levier direct, c'est-à-dire qu'on peut couper un arbre, planter un arbre, installer un milieu. C'est peut-être plus facile à gérer que des oiseaux. Enfin, on n'a pas d'action, on ne va pas réintroduire des oiseaux de cette manière-là, ou en tout cas pas de manière volontaire. Donc on a ce levier d'action qui le rend plus perceptible, peut-être pour les habitants, mais en tout cas pour les gestionnaires et pour les décideurs. Et derrière ça, c'est ce changement qui est important, c'est que ce végétal, j'aime pas trop l'expression de végétal, ces végétations, en fait, il faut bien les voir comme des habitats qu'on crée. Et derrière ces habitats, c'est là où on a aussi un autre changement d'approche sur ces milieux-là. C'est vraiment dépasser cette notion. Alors, elle a son sens, il y a tous les jardins historiques qui ont aussi une valeur patrimoniale par rapport à tout un savoir-faire horticole, et qui est important, je ne le nie pas, mais dépasser cette dimension de décor généralisé, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Il y a plein d'autres endroits où, quand on agit dessus, en fait, on va modifier des habitats. Mais ça pose la question du coup de ce que l'on appelle nature. Parce que c'est quoi la nature en ville, Aurore Miquan, par exemple? Est-ce que une façade végétalisée, c'est de la nature? Est-ce qu'un jardin partagé, c'est de la nature? Est-ce que des toits végétalisés, c'est de la nature? Est-ce que un pissenlit qui pousse entre deux dalles de béton, c'est de la nature? Et est-ce que vous donniez tout à l'heure dans votre présentation des exemples d'espèces locales et d'espèces indigènes? Est-ce qu'il faut essayer de favoriser le local au détriment de l'indigène? Enfin, qu'est-ce qu'on appelle nature en ville? Alors, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une thèse. Vous avez 4 minutes. Il
il y a plein de sortes. Je pense en fait, il y a Hervé Daniel l'a dit tout à l'heure, il y a une diversité de formes de nature en ville qu'on retrouve. Est-ce qu'un parc horticole fait partie de la nature ? Moi, j'ai envie de dire oui. La nature en ville, oui. Est-ce qu'un espace naturel fait partie de la nature ? J'ai envie de dire oui aussi. Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça ferait partie de la nature ? Je pense aujourd'hui, c'est la prise, c'est un peu en lien avec ce que vient de dire Hervé Daniel, ce qui est le changement des pratiques pour se dire, pour que ce soit vraiment de la nature, pour que ça rende tous les services dont on parlera cet après-midi, il faut que cette nature puisse fonctionner comme de la nature. Et donc rétablir un fonctionnement des écosystèmes. Ça peut être des chaînes alimentaires entre les oiseaux, les insectes qui se nourrissent des espèces qui sont plantées sur place. Donc rétablir ces fonctionnements écosystémiques, c'est un peu le nouvel enjeu pour les gestionnaires en ville. Et cet enjeu, il est à la fois dans les parcs historiques et horticoles, comme dans des espaces plus extensifs, on va dire. Et je pense que tous ont des rôles à jouer, parce que dans les fonctionnements des écosystèmes, il y a plein de choses. Et la régulation de l'eau par les espaces de nature, c'est aussi un fonctionnement sain des sols. Et du coup, ça peut être plus évident à imaginer dans un parc historique avec des grandes étendues de pelouse que la diversité des végétaux sauvages qui vont permettre l'habitat des papillons. Mais je pense que tous ont des rôles à jouer. Et les gestionnaires, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils s'engagent sur ces questions. À Plantécité, on porte une démarche qui s'appelle Éco-Jardin, de certification et de guide technique pour aider les gestionnaires à s'engager dans la gestion écologique. C'est une démarche qui a 10 ans cette année. Et il y a plus de 660 sites qui sont labellisés partout en France, plus de 115 gestionnaires qui sont engagés. Ça représente plus de 110 km² qui ont été certifiés. Ce n'est pas les seuls, probablement qu'il y en a d'autres aussi qui s'engagent. Il y a d'autres démarches. La LPO porte le programme Refuge LPO, qui est aussi une démarche d'engagement pour aller vers plus de nature. Et je pense que c'est ce vers quoi on doit aller. Et ces démarches-là, elles aident les gestionnaires à franchir le pas, que ce soit les gestionnaires publics, les collectivités, mais aussi tous les autres gestionnaires dont on a parlé, qui sont gestionnaires d'un petit espace de nature. Ça peut être les habitants sur leur balcon, dès leur balcon et jusque dans leur jardin. Ça peut être les entreprises qui ont des parcs d'entreprises ou les bailleurs, par exemple. Mais Jean-Pierre Fondello, ça veut dire, pour maintenir des écosystèmes en bonne santé, qu'il faut changer de nombreuses pratiques. Alors, on voit de plus en plus de villes qui s'engagent au zéro phyto, etc. Enfin bon, c'est tout un changement de mentalité quand même dans la gestion de la nature en ville. Il faut changer le regard que l'on a, les pratiques. Il faut changer l'acceptation que l'on a, puisque c'est ce que tu évoques. Il y a en ville, il y a quelquefois des espèces qu'on ne veut pas accepter. Ben non. Elles font partie d'un élément, d'un tout, et ce n'est pas forcément l'être humain qui doit dire cette espèce, je ne la veux pas, cette espèce, je la veux. Parce qu'elles ont un rôle à jouer si elles sont là. Et donc, il faut passer par l'acceptation, passer par la compréhension aussi de son rôle, de pourquoi elle est là, et passer par on modifie nos pratiques, on modifie notre regard. Donc, c'est une évolution de la société. Et je dirais que même on est peut-être en ce moment, dans le cadre de la prise de conscience globale que l'on constate, on est peut-être sur un pas de temps qui est idéal. Là. Peut-être qu'il y a 20 ans, ce n'était pas encore le moment. Dans 20 ans, ce sera peut-être trop tard, malheureusement. Donc là, on est peut-être, et c'est réconfortant aussi, c'est que dès qu'on agit, on a du retour positif. On a le retour des espèces. Mais ça, il faut le marteler quand même. Oui. La nature est bonne fille. Elle est là. Il faut lui permettre, d'où la notion de belle au bois dormant. Parce qu'elle est là. Donc si on laisse faire, elle revient. Si on laisse faire, il faut quand même agir positivement. Il faut que l'humain intervienne, puisqu'on est dans un milieu déjà très anthropisé. Donc il faut quand même faire des actions, mais il ne faut pas forcément derrière faire des actions de gestion trop drastiques ou trop volontaires. Hervé Daniel, quels sont les principaux freins qu'il y a aujourd'hui et comment les lever pour que la nature prenne sa place en ville, selon vous? Ces freins sont divers et on en a évoqué quand même pas mal. Ils sont très, très différents. Je pense qu'il y a les freins, ils sont
ils sont un peu de 3 niveaux, j'ai envie de dire. D'une part, il faut le vouloir. Et ça, c'est une volonté publique à avoir. C'est vraiment des choix, des choix de nos élus, en fait, pour ces actions-là. On voit qu'indépendamment de ces choix, des fois, il peut y avoir de la nature qui se développe quand même, mais pour aller dans ce sens-là, c'est vraiment une question de choix. Une fois qu'on veut le faire, il faut le pouvoir. C'est-à-dire ça demande aussi des évolutions de pratiques. On a vu le fait d'avoir des gestions plus extensives. Pour les gestionnaires, ça demande de mettre en place d'autres outils, d'autres démarches. Le fait de créer des trames vertes et bleues, au début, on ne sait pas bien comment s'y prendre. Donc, oui, on en parlera cet après-midi avec l'exemple de la ville de Rouen, mais ça demande du budget aussi. Ça demande du budget, on ne sait pas forcément. Ça demande du budget, c'est vrai, en fait, donc tout demande de l'argent. Mais c'est pour ça que j'insiste sur cette question de choix, en fait. C'est où on met ces moyens. Donc c'est pour ça que ces questions de budget, c'est plus une question de volonté. Après, c'est une question de technique pour le faire. Et puis, ces techniques demandent aussi une connaissance qu'on peut avoir sur est-ce que c'est possible de recréer une mare en centre-ville. Si on en fait une, qu'est-ce qui va se passer dedans? Et ça, c'est un point qui est important, qui renvoie à cette dimension de la restauration écologique, qui est un champ important dans le domaine de l'écologie, et qui, pour l'instant, ce champ de la restauration écologique a très très peu, voire pas, investi le milieu urbain. Et ça fait partie aussi de ces challenges. Et je pense que dans tous ces niveaux-là, on a des progressions à avoir. Lise Bourdeau-Lepage, sur les freins et les leviers, dans ce que vous disiez tout à l'heure, il y avait un peu de réalité, c'est-à-dire 97% des gens qui disent bah oui, la nature, moi j'adore être à côté, mais en même temps, des personnes qui disent peut-être pas n'importe quelle nature, et puis faut pas trop que ça me dérange non plus quand même. Oui, donc les résultats des travaux qu'on a pu mener en fait montrent que généralement les gens veulent une nature confortable. Et puis là, ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une nature confortable? Là, une nature confortable, c'est quelque chose qui va leur permettre de pouvoir profiter. Si on est dans un parc et dans un jardin, d'avoir un certain nombre d'équipements. L'équipement qui est plébiscité, si on peut l'appeler en équipement, c'est la pelouse non interdite. Donc voilà, donc le pouvoir se restaurer, se ressourcer, avoir bien tondu. Bien tondu, pas forcément, parce que quand elle est bien tondue, ça dépend ce qu'on entend par bien. Est-ce que c'est la représentation de la personne qui veut s'asseoir dessus, ou est-ce que c'est le fait de pas trop la tondre ou de la faucher pour qu'elle conserve un peu plus d'eau et qu'elle soit pas brûlée, quoi. Bon, il y a plusieurs façons de percevoir les choses, mais du coup, oui, elle doit être confortable, aisante, ne pas nous embêter, être décorative. Donc, il y a toute cette question-là dans les parcs. Mais d'un autre côté, en fait, on s'aperçoit aussi qu'il y a peut-être des clivages dans la société. Et là, depuis tout à l'heure, on parle des acteurs territoriaux. On ne parle pas des habitants des villes. Donc, je vais faire un peu aller là-dessus. Sur la participation habitante pour végétaliser, il y a eu des essais qui ont été faits, si on veut faire des préconisations, notamment sur les pieds d'arbres à Paris. Donc moi, j'ai une de mes thésardes qui a soutenu sa thèse en octobre dernier à propos des pieds d'arbres à végétaliser à Paris, ou des parterres quand on débitume, des petits carrés en fait plantés, donc Paris, Lyon et Lille, et qui montre que par exemple, surtout sur le terrain de Paris, vous avez dû entendre ça dans Le Monde, il y a un article qui était passé à l'automne, en novembre, en disant qu'il y aurait plus de pieds d'arbres végétalisés, ce qui est faux, qui continue. Mais en fait, c'est une politique qui a été un petit peu à double tranchant, un peu en échec, dans le sens où la municipalité, en faisant participer la population, qui allait demander de végétaliser un pied d'arbre et devait demander un permis de végétaliser, se retrouvait des fois coincée et, entre guillemets, avec des injonctions à nettoyer le pied d'arbre. Donc, du coup, il y a une contrainte en fait forte. Donc là, c'est pour aller dans les recommandations, contrainte forte sur l'habitant, pour que le pied d'arbre finalement reste bien entretenu, alors qu'en fait ils n'avaient aucun contrôle, parce que de l'autre côté dans la société, il y a ceux qui veulent végétaliser, prendre soin, réintroduire la nature, puis il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe en fait, et donc qui ne prennent pas soin
du travail de l'autre. Donc il y a cette question du care en fait qui finalement est peut-être aussi à poser dans la question de la renaturation des villes ou d'une amélioration de la biodiversité. Donc du coup il y a aussi un travail et peut-être de changer aussi quelque part le regard des habitants qui sont pressés, qui vont se promener et puis le pied d'arbre, ça les gêne, ça prend de la place, ou on n'a plus de place pour le chien. Donc en termes de recommandations, voilà, l'institutionnalisation de pratiques habitantes doit être réfléchie avec des impensés et ne pas faire de l'habitant quelque part un technicien ou un gestionnaire de l'espace, d'un petit morceau de l'espace public. C'est peut-être une petite recommandation. En tous les cas, c'est un résultat finalement de cette thèse d'Amélie Deschamps qui est assez intéressant à mon sens et qui pose la question du prendre soin. Donc prendre soin aussi de la nature, mais prendre soin de l'humain au cœur de la ville et de ces petites parcelles de nature, quoi. Il y a ça aussi. Donc je ne sais pas comment on peut s'y prendre, mais en tous les cas, il faut porter à connaissance des résultats de recherche récents. Et ça me fait penser, Aurore Micon, à cette initiative qui était partie de Todd Mordaunt en Angleterre, là, les incroyables comestibles, qui s'est diffusée vraiment comme une traînée de poudre dans plein de villes. Et en effet, bon, il y a eu un élan très très fort et puis c'est un peu retombé derrière dans beaucoup de villes parce qu'il y avait cette difficulté de la gestion des espaces, de l'utilisation, de prendre soin en effet au quotidien des petits carrés de potager qui avaient été plantés à droite à gauche dans les bacs municipaux. Donc c'est vrai que c'est pas facile de concilier et les envies des citoyens et la gestion quotidienne et les besoins de la ville. Quelles sont vos recommandations à vous ? Là aussi, vous allez me dire, il faut une thèse, mais... Non, je ne vais pas le dire, vous le savez. Je pense, du coup, pour cette histoire d'agriculture urbaine, finalement, qui se développe en ville, c'est quelque chose qui a pu être cyclique. Je pense après chaque crise, on en a parlé ce matin, c'est quelque chose qui revient. Et puis, quand les choses vont mieux, on retourne au supermarché. On fait d'autres choses, peut-être il y a moins cette nécessité. Je pense que les changements, quand ils sont choisis et non pas subis, du coup, c'est un gage de pérennité. Et je pense que ça fait écho à ce que disait Lise juste maintenant, là, sur aussi un aspect. Je pense que les changements, ça s'accompagne, ça se prépare. Il faut en parler, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut faire connaître. Enfin, c'est des choses dont on a parlé aujourd'hui. La nature, elle est présente en ville, mais on ne la connaît pas et on ne sait pas ce qui s'y passe. Or, la ville, c'est le lieu de vie de nous tous. Enfin, on est des habitants et si on n'est que de passage, on peut être habitant de passage aussi. Du coup, il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans notre environnement. Et je pense que parfois, les collectivités, quand elles agissent sur leur propre patrimoine, elles le font pas toujours en ayant cette idée que c'est le patrimoine de tous. Mais en fait, c'est leur patrimoine, elles en ont la charge, donc elles font des initiatives favorables à la biodiversité et elles se lancent. Et donc, plus de consultation, une pelouse qui devient d'un coup prairie, où les gens n'ont plus de place pour s'asseoir, du coup, ça crée de la surprise, ça crée du coup de l'incompréhension, des plaintes, des questionnements. Et quelque part, le fait de dire que l'année prochaine, cette pelouse aura des zones de prairie, d'anticiper les usages et de les prendre en compte, parce que la nature en ville, c'est la nature qui est aussi avec les habitants. La ville, elle est faite pour les habitants. Du coup, expliquer pourquoi cette démarche. Voilà, expliquer, arriver à se faire comprendre. Des journées comme ici, ça y contribue, mais c'est aussi sur site, c'est aussi tout un tas de démarches et aussi de valorisation. Je pense qu'on parle peut-être pas beaucoup des habitants, mais on parle pas beaucoup des jardiniers non plus, qui sont au quotidien dans les espaces verts, qui doivent les gérer et qui voient parfois des années de pratique remises en cause de façon pas toujours très douce. C'est aussi des gros questionnements pour eux. Et donc, il faut les accompagner et expliquer aussi que c'est acquérir de nouvelles compétences. Ce n'est pas forcément tout balayer d'un trait, tout ce qu'ils ont connu, mais du coup, leur montrer comment ils peuvent agir pour des choses favorables à la biodiversité. Jean-Pierre Frodello. Du coup, je vais être totalement en accord. Et effectivement, il faut, d'où la sensibilisation, et le faire avec. C'est-à-dire qu'il faut faire des ateliers avec les citoyens,
dans la ville. Alors des ateliers de plantation, de construction de gîtes, de nichoirs, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et ça se fait. Notamment la ville de Rouen en fait beaucoup. Et notamment ce week-end, il va quand même y avoir, si vous avez le programme qui était à l'accueil, il y a un nombre de sorties découvertes de la nature entre ce soir et dimanche fin de journée. Voilà, profitez-en, allez-y, vous allez avoir des surprises, découvrir des choses. Les intervenants sont dans la salle pour la plupart en plus. Donc interagissez, qu'on en discute, qu'on partage. Et là, il y a de quoi aller sur le terrain, tout en suivant les conférences. Voilà, il va falloir se dédoubler ce week-end. Alors, je vous avais annoncé que vous auriez la parole, c'est maintenant. Est-ce que donc il y a des il y a des micros qui circulent. Voilà, je vois le micro qui arrive. Donc, on va vous donner la parole. On démarre par le fond. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour toutes ces belles interventions. C'était vraiment très, très, très passionnant. On a beaucoup parlé de questionner qu'est-ce qu'on entendait par la nature en ville. Et moi, j'avais envie de poser un autre sujet dans le débat qui était finalement, c'est quoi aussi la ville ? Moi, je viens on n'appelle même pas ça une ville, on appelle ça un centre-bourg, un bourg, pas très très loin de Rouen, que les urbanistes appellent territoire rural à tendance périurbaine, autrement dit aussi territoire dortoir de la métropole, où prédomine la voiture et les déplacements en voiture, et donc finalement où s'interroge vraiment le contact avec la nature. Comme pour paraphraser Louis Espinassou, finalement on ne fait que traverser des milieux sans qu'ils ne nous traversent. C'est un territoire où les forêts appartiennent aux chasseurs, les champs appartiennent aux agriculteurs, les chemins ruraux ont disparu. La ville n'a pas de parc, puisqu'elle ne se considère pas ville, où on traque la moindre petite plante spontanée qui aurait eu l'imprudence de pousser sur le trottoir, où les jardins sont entretenus majoritairement, même si ce n'est pas le cas pour tous, mais ils sont entretenus comme des terrains de golf, où les haies disparaissent au profit des clôtures hermétiques et synthétiques, ou carrément au profit des murs végétaux de tuyas. Donc finalement, la nature, dans ces espaces-là, dans ces villes-là, parfois ça se restreint finalement au bord des routes qu'on fauche dès qu'on peut, parce que sinon ça fait sale. Et pire, à mon sens, pour aller me balader en nature, je dois prendre ma voiture parce qu'il n'y a pas un chemin pédestre ou une piste cyclable qui me le permettent. Alors voilà, je voulais questionner finalement, est-ce que dans les sujets que vous abordez, est-ce que la place de la nature dans ces villes-là, dans ces espaces-là, c'est un sujet d'étude ? Merci. Qui veut répondre ? Oui, c'est même prégnant, puisque ce n'est pas forcément le seul exemple. Mais c'est ça, l'évolution actuelle que l'on constate, c'est que ça change, ça. C'est-à-dire qu'on... Visiblement pas où habite oui, mademoiselle. Bien sûr, mais ça ne va pas changer tout globalement d'un seul coup. Parce que selon les endroits, des personnes sont plus ou moins sensibilisées, sont plus ou moins impliquées. Mais si vous êtes sur ce milieu-là, c'est l'occasion d'essayer de faire changer les choses et de vous impliquer pour que ça bouge. Et c'est grâce au mouvement citoyen qui va faire bouger les choses que derrière, ça va changer, soit du fait des élus, soit du fait des agriculteurs qui sont à côté, etc. etc. Donc on est en montée, on est dans une prise de conscience, mais on est loin d'être dans un monde parfait où tout va être tel qu'on pourrait l'imaginer, mais ça avance. Hervé Daniel ? Oui, je partage pleinement ce constat. Je ne m'aventurerai pas sur le terrain de définir la ville pour plein de raisons. Mais en tout cas, les enjeux en termes de nature ne doivent pas rester confinés au centre-ville. Il y a des grosses questions où dans les grandes villes, il y a tous ces espaces périurbains. C'est là où on a les plus fortes dynamiques et qui sont, en fait, je pense, de plus en plus sous influence urbaine. Et même quand on leur demande à toute commune, y compris rurale, son outil de planification, c'est quand même un plan local d'urbanisme. Donc ça veut dire qu'on a une entrée par l'urbain également pour tous ces territoires ruraux où un acteur important est le monde agricole qui souvent est quand même juste une zone agricole dans ces zonages. Et c'est vraiment une question très importante où il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc oui, c'est une vraie question de ces zones de transition. C'est vraiment une question importante à creuser. Louise ?
Oui, je rajouterais juste pour répondre à votre question sur la ville. En fait, on peut définir la ville avec sa fonction principale. Et sa fonction principale, c'est l'échange de connaissances, de biens, de services. On a souvent tablé sur le productif, la ville productive, donc surtout les biens et les services. Mais voilà, il y a cette question d'échange de connaissances, de sentiments. La ville aussi, si on regarde son étymologie, il y a deux éléments qui font que souvent c'est antagonisme à la nature, donc c'est un petit clin d'œil à ce que vous avez dit, où ça signifie la palissade, voilà, ou alors une palissade, ou alors des murs hauts, et donc on se protège d'un environnement hostile. Ça, c'est l'origine. Et puis, juste pour être un peu optimiste, peut-être qu'il y a un levier, dans la proposition qui vous a été faite par Jean-Pierre, c'est d'améliorer l'expérience de nature des gens. Parce qu'en fait, on en a un petit peu parlé, mais on l'a effleuré en fait. Quand les gens ont une expérience de nature, finalement, ils vont y être plus attentifs. Et la perte d'expérience de nature fait que finalement, on y est moins attentif, on se rend moins compte des bénéfices et finalement qu'on est nous-mêmes intégrés dans la nature. Donc voilà, l'expérience de nature, voilà, c'est un peu ce qu'on va faire demain avec les promenades, mais peut-être commencer par là avec vos concitoyens ou habitent, enfin, comment on dit, vos voisins. Je vais y arriver. Aurore. Et une dernière remarque, c'est que la nature, elle peut être aussi source de solutions. Ça a été dit par Maud Lièvre ce matin, mais intégratrice d'autres questions. Les mobilités, par exemple, les mobilités actives, elles bénéficient de présence de nature, et généralement, quand on installe des mobilités actives, on peut aussi remettre de la place de la nature. Donc, la nature, c'est pas que la nature pour elle-même. Ça peut aussi répondre aux défis des collectivités de manière générale. On en parlera justement cet après-midi. Bon courage, mademoiselle. On va prendre d'autres remarques. Merci. Oui, juste une remarque. Faut que ça soit clair. Hein. Le nombre d'espèces en ville intramuros est très très nettement inférieur à ce qu'on a en nature et en agriculture. Il faut être très clair là-dessus. Parce que là, Hervé Daniel a bien montré la difficulté de ce qu'on étudie, puisqu'effectivement en ville, il y a beaucoup de petits habitats qui vont permettre à certaines espèces d'être présentes. Mais quand on compare des zones humides ou autres à Trois-Mars en ville, ça n'a rien à voir. Évidemment, quand on compare la Beauce avec le parc des Buttes-Chaumont à Paris, on a plus d'espèces au Buttes-Chaumont. Là, c'est clair. Donc il faut qu'on soit très très vigilant, parce que c'est une erreur journalistique qui est récurrente, c'est la ville est l'avenir de la biodiversité, et là, il y a plus d'espèces en ville, et la ville va sauver la planète. Voilà, c'est niette. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'espèces dans la ville. Alors évidemment, en ABC, si on va chercher juste la grande parcelle de maïs, il y a très peu de choses dedans, on trouvera toujours plus ailleurs. Mais il faut qu'on soit bien clair. Donc il y a l'enjeu, il a bien été dit, c'est la restauration et faire venir des espèces en ville, dont la plupart ne peuvent d'ailleurs ont des mobilités très faibles et ne se déplacent pas comme ça entre les voitures, les voiries et les bâtiments. Voilà, c'était juste une remarque, mais pour que ça soit très clair pour tout le monde. Oui, parce que moi j'ai plutôt compris l'inverse. Jean-Pierre Frodello. C'est pour ça que j'ai précisé sur des espaces agricoles intensifs. Non, je n'ai pas parlé de mares, d'espaces naturels, de réserves, etc. Et vous avez bien comparé la Beauce et le milieu urbain. Il faut que vous preniez les micros parce que comme c'est enregistré, sinon on ne vous entend pas. Hervé Daniel, c'est vrai que vous avez montré qu'il y avait plus d'espèces en ville qu'en dehors de la ville. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le premier point, et je suis parfaitement d'accord sur ce point-là, c'est que ce n'est pas la même nature. Et c'est sur ce point-là qu'il faut être très, très clair, effectivement. Et c'est pour ça que je poussais le paradoxe en disant, s'il y en a plus, il faut construire plus en ville, de villes. Bien évidemment que non, parce que ce n'est pas la même nature. Et il y a des espèces qui vont fuir la ville. Et ces espèces sont vraiment extrêmement importantes à préserver. Et là-dessus, il faut être très clair. Et après, en fait, quand on dit ville, et c'est ce qui se passe aussi dans tous ces travaux-là, c'est qu'on mélange des espaces urbains très différents. Et ce n'est pas la même chose quand on est en centre-ville, quand on est dans les zones de faubourg, périphériques, quand on est dans les zones suburbaines.
Et on a des situations qui sont très différentes. Et c'est vrai que le message peut être brouillé par ces différentes manières d'appréhender. Ceci étant, il peut y avoir des espaces relictuels. Et après, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut les actions qu'on peut avoir de renaturation, de restauration. Mais on ne va pas remplacer ces espaces perdus par ces actions-là. Ce ne sera pas suffisant. On est d'accord sur ce point-là. Alors, je vois qu'il reste 4 minutes, donc je vous propose de passer les micros entre... Voilà, allez-y, monsieur, puis après, on enchaînera sur une autre question. Je voudrais juste souligner 3 paradoxes. Le premier, c'est la colonisation des espaces agricoles par la ville. Un phénomène dont on a parlé correspond à un département tous les 7 ou 8 ans. En même temps, une grande partie de la ville qui s'étend, c'est la ville de la périurbanisation, c'est-à-dire les pavillons de banlieue. Or là, nous avons des gestionnaires privés qui sont amoureux de la nature, du moins d'une certaine nature, qui peut être extrêmement variée d'ailleurs. Hein. Donc il y a 2 gestionnaires dans la ville, 2 types de gestionnaires. Il y a le gestionnaire collectif, la municipalité, les services publics, etc. Et les gestionnaires privés. Donc, est-ce que cette extension est un avantage ou un inconvénient? On a vu qu'il pouvait y avoir un avantage d'un côté, évidemment avec un très grave inconvénient de l'autre côté. Le deuxième paradoxe, très rapidement, que je voudrais souligner, c'est le fait que Rouen est une ville qui est considérée, vue de l'extérieur ou de très loin, comme une ville d'abord industrielle, très marquée par Lubrizol et ces grandes zones autrefois pétrochimiques. Or, c'est sûrement une des villes qui, en France, a le cadre naturel le plus extraordinaire et le plus riche au point de vue naturel. Il y a même une espèce qui est particulière à Rouen, la violette de Rouen, hein, qui est unique au monde. Et le dernier paradoxe que je voudrais souligner, c'est par rapport à ces espaces verts en ville, par exemple le square Verdrel que nous irons voir demain, eh bien, il y a 2 types de plantes actuellement au square Verdrel. Il y a les plantes, les belles plantes, les beaux arbres, et puis il y a depuis quelque temps des mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes que ne voient pas les gens qui, ces jours derniers, étaient allongés au soleil au square Verdrel, ces mauvaises herbes avec une animation, des animations pour les oiseaux, par exemple, comme Jean-Pierre Frodello, des animations botaniques. On peut faire de cette friche une jungle, mais pas une jungle au sens péjoratif, une jungle aussi passionnante à observer que ce que l'on imagine de la forêt tropicale. Et je ne parle pas des sols, évidemment. Réhabilitons les mauvaises herbes. On va donner la parole aux personnes qui sont à côté. Bonjour, je voudrais faire une intervention en 2 temps. Je suis écologue déjà un peu vieillissant, senior, rouennais, et je suis allé travailler chez un major de la construction. Par ailleurs, on a développé une association, le CIBI, Conseil international biodiversité immobilier, qui développe des labels Biodiversity. Si je dis ça, ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est pour dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais chez les privés, il y a aussi des choses qui bougent. Les promoteurs, qu'on le veuille ou non, ils sont des acteurs forts de la ville, et que l'îlot bâti, c'est sans doute l'endroit où les gens vivent le plus souvent, et que sur un rooftop, dans une cour d'immeuble, il y a aussi de la biodiversité. Donc je veux là introduire dans votre débat la question que l'espace construit, l'espace nouveau, l'espace bâti, il a aussi peut-être des choses à apporter à votre débat. D'accord. Alors le sujet d'aujourd'hui, moi, j'ai apprécié, et je pense que Rouen, ville capitale de la culture, c'est important, la dimension culturelle de l'intervention de ce matin. Et on n'a pas arrêté... Enfin, on en parlait tout à l'heure avec mon voisin. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. On vous remercie. Là, il y a vraiment, moi je l'ai vu depuis 40 ans, quelque chose qui est en train de se passer culturellement. Mais il me semble que le fait qu'on parle encore de nature, et beaucoup de nature, la question que vous avez parlé, montre que il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appréhension du problème. Moi, en tant qu'écologue, je pense qu'il n'y a pas de nature en ville, il y a du vivant.
La ville est un écosystème sec, anthropisé, perturbé, avec de la chaleur, dans lequel il y a du vivant, mais c'est sûrement pas de la nature. Donc, je termine là-dessus. Est-ce qu'on parle de nature ? Est-ce qu'on parle de biodiversité? Et là, il y a la dimension scientifique qu'on a bien été exposée, qui est importante. Est-ce qu'on parle de vivant? Et j'aimerais bien aussi avoir M. André Sellos, parce que je pense que la grande révolution culturelle, c'est reconnaître d'importance la place du vivant. C'est l'écologue qui parle. Et on a aussi parlé tout à l'heure d'aménité écologique. Et vous voyez, je pense qu'on parle de tous ces sujets-là, aménité écologique, vivant, relation de l'humain avec le vivant, biodiversité, nature. J'aimerais que la suite du débat, que la suite des années qui viennent, on soit plus fin dans ces concepts-là, parce que c'est ça les concepts qui vont demain être importants pour notre civilisation. Et vous avez raison, parce que quand on parle de vivant, du coup, on en fait partie, alors que quand on parle de nature, on s'exclut. Donc c'est en effet une remarque intéressante. Monsieur ? C'est madame, pardon, je ne vous voyais pas. Je voudrais poser une question sur l'animal sauvage en ville. On s'est aperçu qu'il entrait maintenant dans les villes. Vous pensez à quoi en particulier ? Alors, le sanglier, le renard, le chevreuil, voilà, différents. C'est ce que j'appelle les animaux sauvages. Alors, quelle est votre question ? Alors, la question, c'est est-ce qu'il est prévu, puisqu'il est là, puisqu'il sera là, est-ce qu'il est prévu dans les futurs trams sa présence, sa place ? Il est maintenant ici parce qu'il en a marre de la chasse, parce qu'on lui pique son territoire. Voilà ma question. Merci. Alors, qui veut réagir aux différentes interventions ? Pierre Frodello. Toute la partie faune dont on a parlé, mais aussi la partie flore et du sauvage. Là, vous avez évoqué des noms de mammifères, mais les oiseaux qui sont dans la ville sont des animaux sauvages. Les insectes qui butinent sont des animaux sauvages. Pour les mammifères, des chauves-souris sont des animaux sauvages. Donc, tout n'est pas forcément prévu pour une espèce, mais le but, c'est de concevoir les schémas et les idées et les actions pour l'ensemble des espèces. Oui, mais je pense que ce que veut dire madame, c'est que c'est vrai qu'une chauve-souris ou un oiseau, c'est en hauteur. Un sanglier qui débarque dans la rue, c'est un peu plus compliqué à gérer, peut-être. Après, ça, c'est une autre question. Enfin, c'est une autre question, du coup. Du renard en ville, c'est pas il sera là, il est là. Le renard est partout en ville. Il y en a plein en ville de Rouen. Ça ne pose aucun problème. C'est même, il fait partie des écosystèmes urbains pour justement jouer son rôle de prédateur, etc. Le rôle qu'il a aussi dans un espace plus sauvage, je dirais. Donc après, la notion d'animal sauvage, c'est aussi la notion de comment on le gère dans les autres espaces que les espaces urbains. Si vous évoquez le sanglier, la sauvagité du sanglier peut poser question, puisqu'ils sont nourris. Donc c'est encore d'autres éléments et d'autres approches. Et je dirais que la réponse n'est pas aussi simple qu'on fait quelque chose pour lui ou pas, quoi. Hervé Daniel, sur le vivant, peut-être. Oui, sur ces questions-là, c'est vrai que on manque des mots où ça nous conduit en fait à re-questionner les mots qu'on utilise. Et c'est pas toujours simple, mais pour moi, c'est plutôt bon signe aussi que ça nous conduise à ça. Et on était sur la question, c'est quoi vraiment la ville et c'est quoi vraiment la nature. Et je pense que c'est important de dépasser qu'on veut faire passer un message simple. C'est vrai qu'on reparle de la nature en ville et c'est important d'aller plus loin sur ces points-là. Et je pense que ces mots de ville et comme de nature, pour aller plus loin dessus, il faut croiser des regards différents. Déjà du point de vue scientifique, c'est pas donc on a nos propres définitions. J'entends complètement, mais c'est aussi une expérience pour les habitants. Et il y a vraiment un besoin de croisement de différents regards de disciplines par rapport à ça, mais aussi le regard des acteurs, le regard des habitants dont on a parlé. Et c'est vraiment un levier important pour aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a toujours des acteurs qu'on oublie, les habitants, les habitats privés, les intervenants privés, les entreprises peuvent être des leviers extrêmement importants sur des espaces importants en ville. Aurore Migrant. Oui, moi je voulais apporter un éclairage un peu différent. C'est vrai que
nature, ville, on peut passer des heures à en parler et pas forcément à tomber toujours d'accord. Et puis, c'est un peu cette idée de, des fois, nature originelle, quelque chose qui n'existe peut-être plus beaucoup en France. Et du coup, je pense que en fait, la nature, on y fait référence. Ça fait référence aussi à nos croyances, notre cosmologie, notre manière de voir le monde. Et c'est derrière ça, c'est avec ça qu'on a notre filtre de lecture. Et en fonction de qui on est, on ne parle pas forcément de la même chose. Moi, je me dis que au fond, nature, vivant, etc. Ce qui compte, c'est qu'on aille dans le bon sens. Et on n'a peut-être pas forcément le temps de faire tous ces longs débats du moment qu'on avance dans la bonne direction. Et pour revenir sur les promoteurs aussi, je voulais réagir sur ce point-là. Il y a en effet des actions qui se passent. Aujourd'hui, je pense malgré tout, elles ne sont pas généralisées. Et c'est important des labels comme Biodiversity pour pouvoir avancer et valoriser ce que des acteurs privés peuvent faire. C'est parfois le moyen de les faire s'engager et réaliser des choses. Pour autant, ce n'est pas systématique qu'il y ait des écologues dans toutes les équipes dans les projets d'aménagement ou d'urbanisation. C'est ni de paysagistes, parce que c'est aussi ça, la ville, la mise en scène, c'est une mise en scène d'une nature cultivée, indigène et autres. Et donc, pour ça, il y a des spécialités qui aujourd'hui ne sont pas systématiquement convoquées dans les projets, qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas toujours systématiquement prises en compte comme il le faudrait dans les documents de planification, et pour lesquels malheureusement encore aujourd'hui, il n'y a pas toujours la volonté politique pour lutter contre quelque chose qui lie la société, qui est le ratio, l'urbanisation et la nature, quoi. On a ce besoin de développement. Comment on arrive à le concilier avec la nature? Aujourd'hui, on n'a pas répondu à toutes ces questions, mais je voudrais dire, peut-être souligner les leviers importants que sont la volonté politique vraiment, parce qu'avec cette volonté politique, on peut faire changer un territoire, on peut adopter des mesures fortes, et les outils de planification avec leur contrôle sur le terrain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans nos documents d'urbanisme pour interdire les clôtures qui ne soient pas perméables, par exemple. Qu'est-ce qu'on met en termes de choix d'espèces, qu'est-ce qu'on préconise. Tout ça, il y a des outils, et il y a des outils de protection aussi qui ne sont pas toujours mobilisés et qu'on peut faire. Et donc, je pense que ça, c'est aussi autre chose. Et l'interdisciplinarité pour travailler avec tout le monde et s'assurer que ce qu'on a écrit en fait, deviennent bien une réalité sur le terrain. Hervé Daniel, vous voulez juste conclure? Oui, conclure peut-être pas, mais en tout cas, un mot important aussi, je pense, c'est cette exemplarité. C'est-à-dire qu'on a une énorme diversité de pratiques et les choses qui sont tentées dans certains secteurs ont aussi un rôle d'exemplarité pour entraîner d'autres motivations et des actions assez originales qui peuvent être finalement usuelles quelques années plus tard. Je pense que c'est aussi un mode de cheminement. Merci à tous les intervenants pour votre participation à cette table ronde.